Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous continuons sur le noyau où nous avions vu que l'on pouvait décomposer l'hamiltonien du noyau dans l'approximation du champ moyen avec H0, un hamiltonien principal, plus un hamiltonien résiduel de petite valeur. Alors, si on fait l'hypothèse que le noyau est sphérique, l'équation de Schrödinger se décompose en une équation sphérique pour le angulaire qui a pour solution les harmoniques sphériques, comme pour l'atome d'hydrogène, et une équation radiale qui emploie l'hamiltonien ici. Alors, en général, on prend d'abord H0 tout seul, beaucoup plus facile à résoudre que l'hamiltonien complet, bien entendu. Et donc H0 contient, on l'avait vu, les énergies cinétiques de chaque nucléon et le potentiel moyen qui est donné par le potentiel de Saxon-Woods. Même simplifié comme ça, en prenant uniquement H0 et une équation radiale, cette équation reste impossible à résoudre analytiquement. Elle est encore trop complexe. Alors, en général, les calculs se font sur ordinateur. On effectue des calculs numériques. On peut malgré tout avoir une approche analytique approchée en remplaçant le potentiel de Saxon-Woods par un potentiel d'oscillateur harmonique, comme nous connaissons. Alors c'est pas très réaliste, et on ajoute une perturbation censée reproduire les effets de bord, le caractère de portée limitée de l'interaction. Ça donne des résultats plutôt corrects, plutôt bons. Alors, en faisant ça, on obtient, par ordinateur ou par cette approximation, on obtient un spectre avec des notations semblables aux notations spectroscopiques, 1F, 2P, 1G, 2D, 3S, où les différents niveaux d'énergie sont assez serrés, assez regroupés en paquets que l'on appelle des couches. C'est un peu l'équivalent des niveaux électroniques pour l'hydrogène, sauf que pour le noyau, on les appelle des couches. Et si on compte le nombre d'états dans chaque couche, on retrouve les nombres magiques 2, 8, 20, 28. Mais pas au-delà. Donc ça s'arrête à cette valeur-là. Donc il reste à expliquer les nombres magiques suivants. Et c'est en 1948 qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait nettement améliorer les résultats en ajoutant l'interaction spin-orbite, dont nous avions déjà aussi discuté dans le cas des électrons. Donc l'interaction entre le spin des nucléons et les orbites, donc les orbitales des nucléons. On ajoute donc un potentiel spin-orbite et on obtient ainsi de meilleurs résultats. Et on retrouve en particulier les nombres magiques suivants, 50, 82 et 126. Le modèle en couche est donc très satisfaisant. Il est très précis. Si on regarde comment l'interaction change les niveaux, on obtient par exemple le niveau 1F se scinde en deux niveaux à cause des deux états de spin des nucléons. De même, l'état 2P et l'état 1G qui est plus haut, mais du fait de la scission, le niveau se rapproche. Et si on compte le nombre d'états de chaque paquet, on retrouve donc 28, 50, 82, 126, etc.
Ce modèle permet toute une série de prédictions sur l'état de l'atome, en particulier sur le spin global du noyau. Et ces résultats sont bien vérifiés, du moins pour les noyaux magiques, c'est-à-dire dont le nombre de neutrons et le nombre de protons sont des nombres magiques. Dans ce cas, les couches sont remplies et la structure du noyau est bien sphérique, ce qui explique qu'avec un modèle sphérique, on retrouve de bons résultats. On peut aussi considérer l'état du noyau avec sa structure sphérique plus un nucléon. On calcule alors l'interaction de ce nucléon par rapport à l'ensemble du noyau, où on enlève un nucléon. Et on peut également déterminer les états excités du noyau sphérique ou pour plus ou moins un nucléon. Et ça donne de très bons résultats. Par exemple, pour le plomb 208, la théorie redonne des résultats très très proches des résultats expérimentaux. Si on a 2 nucléons en plus ou en moins par rapport à un noyau magique, là, ça marche déjà moins bien. C'est le cas, par exemple, du polonium 210. Et dans ce cas, on se rend compte que simplement considérer l'addition séparée de 2 nucléons est insuffisant. Il faut considérer l'interaction de ces 2 nucléons ensemble. Et c'est ce qu'on appelle l'interaction de pairing, dont j'avais déjà cité l'existence. Et en tenant compte de cette interaction entre les 2 nucléons, on retrouve des résultats tout à fait corrects. Alors, là, les physiciens étaient quand même plutôt satisfaits parce qu'ils obtenaient de très bonnes descriptions des noyaux, mais des noyaux magiques ou des noyaux proches des noyaux magiques. On a rapidement dû apporter des améliorations dans 2 cas. Le cas des noyaux fortement excités. Dans ce cas, les orbitales font qu'on ne peut plus parler de noyaux sphériques. Et aussi lorsqu'il y a plus que 2 nucléons d'écart, 3, 4, 5 nucléons d'écart par rapport au noyau magique. Dans ce cas-là, la forme n'est plus sphérique, donc on utilise un potentiel non sphérique pour lesquels il existe aussi diverses techniques de calcul, voire, plus récemment, des cas de noyaux très déformés, en forme de cigare, en forme de sablier, ou en forme de trèfle. Une fois que on considère un noyau qui n'est plus sphérique, on peut aussi inclure les phénomènes de rotation du noyau, ainsi que les vibrations du noyau. Et tout ça permet d'améliorer et d'obtenir de très très bons résultats pour à peu près tous les noyaux. On obtient de très bons résultats quand on compare au spin ou au spectre des différents noyaux, y compris excités, y compris des noyaux un peu exotiques. Alors, évidemment, je n'entre pas dans les détails des calculs, ça serait un peu long et inutilement compliqué. Malgré tout, il y a encore des progrès à faire. On a beaucoup avancé, on commence à bien comprendre les noyaux, mais ça reste des systèmes fort complexes, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire, en particulier dans les états extrêmement excités, où les noyaux sont terriblement déformés, ou les cas où la déformation est telle que le noyau se casse en deux, c'est la fission nucléaire, ou le cas de fusion de noyaux, d'interaction, collision de noyaux, où les phénomènes sont extrêmement complexes, ou dans le cas où il y a encore plus de nucléons, c'est par exemple le cas des étoiles à neutrons, dont l'essentiel est constitué de neutrons, surtout dans le cœur, et où la physique dans de tels extrêmes, à la fois un grand nombre de nucléons et une gravité
immense qui maintient tous ces nucléons ensemble, malgré l'instabilité des neutrons, et l'interaction nucléaire qui est prédominante, la physique au cœur des étoiles à neutrons est plutôt mal comprise. Et les observations ne nous apportent que de maigres données sur l'intérieur des étoiles à neutrons. Donc il y a pas mal d'inconnus de ce côté-là, et donc encore pas mal de progrès à faire. Alors si on en revient à nos noyaux plus sages, qui ne sont pas dans des états excités ou pas trop excités, les noyaux correspondant aux atomes du tableau périodique, il y a donc des noyaux stables et d'autres qui sont instables. Et donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons à étudier la radioactivité. Je vous remercie.